Bonjour tout le monde, soyez le bienvenu dans cette nouvelle rencontre hebdomadaire avec notre invité Jacques Vaux. Jacques Vaux, merci infiniment d'avoir accepté, comme chaque semaine, notre invitation. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Mais c'est un plaisir. Merci de continuer à m'inviter. Merci beaucoup, tout l'honneur pour nous. Nous souhaitons commencer avec vous, avec la guerre en Ukraine, qui commence d'être une guerre en Russie aussi. Même les données de terrain, ça change. Nous aimerions savoir la situation sur le terrain. Et est-ce que vous pensez que beaucoup de monde disent que Kursk est le piège tendu par Poutine à Zelensky ou le piège tendu par ce dernier, ça veut dire Zelensky, à ses alliés pour les forcer à continuer à se battre avant l'arrivée de Trump à la présidence, puisque Trump a promis d'arrêter cette guerre dès la première journée de sa présidence. Alors, merci pour cette question. En fait, je pense que vous savez, les réponses les plus simples sont généralement les meilleures. Et en fait, il faut entendre déjà, pour comprendre la raison pour laquelle les Ukrainiens sont entrés, il faut comprendre, il faut écouter ce que disait Zelensky. Et il avait dit, d'ailleurs, la Russie doit ressentir la guerre, n'est-ce pas? Donc l'idée des Ukrainiens, depuis d'ailleurs le début des actions terroristes qu'on a vues un peu partout, y compris les attaques contre des installations radars, des raffineries, les attaques contre le pont de Kerch, déjà, tout ça n'avait aucun impact sur la situation opérative, donc là où se déroule la bataille, on va y venir. Mais elle avait pour but de créer un sentiment d'insécurité et un malaise dans la population russe qui devait jouer politiquement contre Vladimir Poutine, puisque je rappelle que pour les Ukrainiens, l'objectif, et l'objectif des Occidentaux d'ailleurs, c'est en fait un changement de régime en Russie. Et donc on est dans cette dynamique-là, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs même Al Jazeera l'indiquait très clairement, l'objectif stratégique en 2024 est, pour les Ukrainiens, est de faire sentir la guerre à la population russe, en fait, à Moscou. Donc, on a eu l'idée d'apporter la bataille sur le terrain russe. Donc, ce n'est pas même les objectifs tactique, opératif, on va encore en parler, mais tout ça est en fait assez secondaire. Le principal, c'est pas de savoir si Souja est important ou pas important. L'important, c'est que la guerre soit sur le territoire russe, si vous voulez. Et c'est ça c'est exactement dans la continuité de ce qu'on a eu avec les raids qui s'étaient faits sur Belgorod, etc. Donc on est dans cette logique-là, et c'est cette logique qu'applique Volodymyr Zelensky. Alors, il s'est probablement appuyé sur la question des statistiques, parce qu'on observe, alors si on regarde la popularité de Vladimir Poutine, on voit qu'elle est toujours très grande, hein, elle est restée très stable. Ça, c'est les derniers chiffres disponibles. Je pense que d'ici quelques jours, il y en aura d'autres, mais pour l'instant, c'est les chiffres du centre Levada qui est considéré comme, comment dire, agent étranger en Russie, et il donne depuis maintenant 2 ou 3 mois une popularité à 87%, ce qui correspond d'ailleurs avec le résultat des élections présidentielles qu'on a eues récemment en Russie. Donc Vladimir Poutine est toujours très populaire. En revanche, la guerre l'est moins. Et si on regarde le soutien à l'opération militaire spéciale, c'est de nouveau les chiffres du centre Levada, on s'aperçoit que depuis le mois de mai, il y a une légère inflexion. La population, même si elle soutient massivement l'opération, elle est de plus en plus critique par rapport à cette opération. Et ça se voit également dans le désir de la population, toujours plus grand, d'arriver à une solution négociée du conflit, comme on le voit là. Donc c'est peut-être un peu ces indicateurs qui ont conduit les Ukrainiens à penser qu'en portant la guerre sur le territoire russe, ils auraient le succès. De nouveau, ce n'est pas totalement nouveau, mais on voit ça depuis le début de la guerre, de l'offensive russe. Eh bien, les Ukrainiens essayent de faire ça. Alors, est-ce que ça fonctionne? Et c'est là où on peut se poser la question.
En réalité, on observe maintenant pardon, on va revenir là. On observe en Russie un peu ce qu'on avait observé en septembre et octobre 2022 avec le spectaculaire retrait, ou plutôt que nos médias ont rendu spectaculaire, le retrait de Kharkov en septembre 2022 et de Kherson en octobre, dans le mois suivant. On a vu ça comme des grandes défaites russes. En réalité, ça a été des victoires russes parce que ça n'a pas été des retraites, ça a été des retraits. Donc ils ont retiré leurs troupes tout simplement parce qu'ils n'avaient pas envie de se battre pour ces territoires à ce moment-là, parce qu'ils avaient très peu de troupes. Et pourquoi je peux dire ça? Eh bien parce que, si vous lisez d'ailleurs mes livres, tout ça était clairement expliqué. Déjà en juillet 2022, c'est-à-dire avant ces retraits, eh bien, quand on regarde la densité des bataillons par kilomètre, si vous voulez, on s'aperçoit que dans la région de Kharkov, on avait un bataillon par 20 kilomètres, la même chose dans la région de Kherson, alors que dans la région du Donbass, qui reste encore aujourd'hui, la zone principale pour les Russes, on a un bataillon tous les 1 à 3 kilomètres. Donc la densité de force est très grande ici, y compris un petit peu dans la région de Zaporozhye, parce que c'est les régions où la Russie veut se battre. Dans les régions où elle veut pas se battre, où elle voulait pas se battre, plus exactement, c'était à Kharkov et à Kherson, ils avaient une densité de troupes beaucoup plus faible, juste de quoi, si vous voulez, garantir une sécurité sommaire. Et quand ils ont vu que les Ukrainiens se préparaient à attaquer, eh bien, plutôt que d'essayer de créer une défense à la hâte ici, ils ont préféré retirer leurs troupes. Et on le voit très bien, puisque à l'époque, j'avais déjà noté que ces retraits s'étaient effectués. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte. Voilà, on avait donc ces densités ici, les densités de bataillons à Kharkov et à Kherson, qui étaient beaucoup plus faibles. Donc, c'était les zones où les Russes ne voulaient pas se battre. Et donc, ils ont préféré retirer leurs troupes. Et ils ont retiré ça dans un très grand calme, puisque des très grands dépôts de munitions qui demandent beaucoup de logistique et puis une organisation assez méticuleuse, ils ont été libérés plusieurs jours avant que les troupes ukrainiennes arrivent, notamment dans la région de Kharkov, ce qui signifie que les Russes ont vu que les Ukrainiens allaient venir, ils se sont préparés à ce retrait, ils ont préféré pas se battre, ils ont préféré garder leurs troupes et laisser les Ukrainiens arriver. Et quand les Ukrainiens sont arrivés dans ces zones, et ça a été la même chose à Kharkov et à Kherson, les troupes ukrainiennes se sont fait accueillir par des feux d'artillerie massifs, à telle enseigne que pour Kherson, qui est venu en octobre, donc un mois après Kharkov, à Kherson, le Zelensky avait dit « c'est un piège, il ne faut pas envoyer nos troupes parce que c'est un piège ». Puis les Ukrainiens ils sont quand même allés et ils ont été accueillis par une artillerie massive. Et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, donc c'est ce qu'on a vu là en septembre 2022 et puis en octobre 2022, les territoires qui ont été abandonnés par les Russes étaient simplement des territoires qu'ils ne voulaient pas garder. Et cette tactique qui consiste à se retirer pour laisser entrer l'adversaire et l'écraser par une forte densité d'artillerie ou d'attaque aérienne, c'est ce qu'on appelle la poche de feu. Огневой мешок en russe. Et en réalité, c'est exactement ce que les Russes ont fait dans la région de Kursk. Et si vous lisez mon livre Guerre et paix, qui a été écrit en octobre 2023, j'écrivais, basé sur les documents secrets qui avaient été dévoilés par qui avaient été fuités aux États-Unis, j'avais calculé la densité de troupes qu'il y avait dans les 3 directions qui étaient envisagées par les
par les Ukrainiens. Il y avait 3 directions d'attaque possibles. C'était, et ça, de nouveau, c'est les documents américains qui le disent, c'est pas moi. C'est la direction de Kherson, la direction Zaporozhye et la direction entre Belgorod et la frontière ukrainienne, c'est-à-dire la région de Koursk. Et quand on regarde comment dire, les rapports de force, eh bien, ici, il y avait 8 Russes pour 1 Ukrainien. Ici, dans la région de Zaporozhye, il y avait 4 Russes pour 1 Ukrainien, alors que dans la région de Koursk, il n'y avait qu'un Ukrainien, enfin, grosso modo, on était dans un rapport 1 à 1. Donc, c'était le rapport qui, au point de vue du ratio des forces, était le plus favorable à une attaque. Mais on savait que, d'autre part, les Ukrainiens préféraient avoir un succès plus spectaculaire dans la région de Zaporozhye, éventuellement pour aller reprendre la Crimée. C'est ce qu'avait dit à l'époque le général Zaloujny, le général Boudanov, le chef du renseignement militaire ukrainien, et Zelensky lui-même. Donc on savait que le combat allait se dérouler là. Mais au niveau des rapports de force, c'était dans la région de Koursk que ça s'est. Et c'est pour ça que j'avais écrit dans mon livre, l'axe nord conduit sur le territoire russe, selon les documents américains, c'est le seul des 3 axes où les forces en présence sont légèrement favorables à l'Ukraine. L'Ukraine pourrait mener une attaque sur le territoire russe, non pas pour la vaincre, mais pour la déstabiliser. Et c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a dans les déclarations de Volodymyr Zelensky. Donc, une année à l'avance, pour moi, il était relativement clair que cette direction était une direction d'attaque plus politique, si vous voulez, même si les rapports de force étaient plus favorables. La raison en étant que ce terrain est en fait peu propice aux attaques mécanisées, on y reviendra. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, lorsque les Russes ont détecté l'attaque, la préparation de l'attaque ukrainienne, contrairement à ce qu'on a dit, ils l'ont détecté, cette attaque. Ils ont détecté une attaque qui avait été à ce moment-là préparée avec une très petite force. En fait, les Ukrainiens ont décidé de percer, si vous voulez, avec une petite force et ensuite très rapidement d'amener des forces qui étaient les plus proches de cette zone de percée. Et c'est les zones de la région du Donbass, on va en parler. Et puis, une semaine avant l'attaque ukrainienne, les Russes ont déployé, en réalité, ils ont déployé près de la centrale de Koursk, ils ont déployé la 810e brigade d'infanterie de marine qu'ils ont retirée du secteur de Kherson, donc le secteur qui est tout au sud de l'Ukraine, et ils ont déployé également le détachement spécial Akhmat, qui est un bataillon tchétchène, qui est un bataillon de la garde nationale russe. Donc, ce n'est pas de nouveau comme on entend les milices tchétchènes. Non, ce n'est pas une milice, c'est une unité de l'armée russe mais de l'armée, territoriale, si vous voulez, de la défense territoriale russe. Et voilà, ils ont été déployés donc une semaine avant l'attaque. Et ils étaient donc prêts à faire cette attaque. Maintenant, il faut savoir que cette zone-là, qu'on voit, on voit pas très bien sur cette carte, mais c'est une zone qui est très vallonnée, très boisée. On voit qu'il y a beaucoup de rivières, il y a beaucoup de forêts. Ça a permis d'ailleurs aux Ukrainiens de profiter de cette couverture naturelle pour camoufler, si vous voulez, leur avance. Mais d'un autre côté, c'est une zone qui est très peu propice aux grandes attaques mécanisées et c'est une zone de combat plutôt d'infanterie, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle les Russes ont tout de suite, quand il y a eu l'attaque qui s'est vraiment déclenchée, ils ont fait intervenir les éléments qu'ils avaient et puis ils ont tout de suite déclaré cette zone d'action antiterroriste. Pourquoi ? Parce que ça permettait comme ça d'intervenir non pas avec des unités de l'armée qui est engagée, de l'armée régulière, si vous voulez, enfin de l'armée
ligne ou de campagne, selon la terminologie qu'on pourrait utiliser, qui est engagée en Ukraine, mais ça permettait d'utiliser des unités territoriales qui sont mieux équipées pour le combat de chasse en réalité. Et vous avez les forces spéciales du FSB, donc des services de sécurité, et puis la Rosgvardia, donc la garde nationale, si vous voulez, qui a tout de suite dépêché des troupes. C'est leur tâche, en fait, c'est des unités territoriales qui ont pour fonction de protéger le territoire contre des attaques, surtout d'infanterie de type terroriste. Et terroriste ou guérilla, vous pouvez utiliser les termes que vous voulez. On utilise ici, les Russes ont utilisé le terme d'attaque terroriste, mais en réalité, il s'agit de dire on va faire un combat d'infanterie avec les unités qui sont destinées à la garde nationale, à la protection du territoire. Et c'est effectivement ce qui s'est fait depuis cette zone. Donc, c'est des forces qui ont été ramenées d'urgence. Alors, pourquoi elles ont été amenées d'urgence par la suite? Eh bien, parce que le premier niveau d'attaque, si vous voulez, par les Ukrainiens a été fait par une force relativement petite, peut-être 1 ou 2 brigades. D'ailleurs, les rapports du tout début de l'opération, les rapports du état-major russe parlaient de 1000 à 2000 combattants. Et aujourd'hui, on parle alors ça dépend les chiffres, mais en gros, on parle de 8000 à 11 000, grosso modo, combattants ukrainiens. Tout simplement parce que les Ukrainiens, pour garder leurs préparatifs discrets, ils ont attaqué avec une force minimale dans une zone qui était très peu défendue, donc ils pouvaient se permettre de le faire. Et ensuite, ils ont très rapidement ramené sur la zone de percée des unités qui étaient rapidement mobilisables, c'est-à-dire des zones qu'ils ont prélevées sur les forces qui combattent dans le Donbass. Et ceci nous explique pourquoi très rapidement il y a eu une montée en force des Ukrainiens dans la zone de percée et pourquoi les Russes ont dû eux aussi ramener rapidement des forces pour contenir l'attaque ukrainienne. Et maintenant, c'est ce qui se passe. Alors, j'ai parlé de l'objectif stratégique, d'avoir une forme de déstabilisation, d'amener la guerre sur le territoire russe. Je pense que les Ukrainiens avaient bien conscience que ça n'allait pas complètement déstabiliser, mais apporter une sorte d'insécurité politique, si vous voulez, sur le territoire. Rappelez-vous que même lorsqu'il y avait eu la manifestation de Prigojine l'année passée, en début de l'année passée, eh bien, tout le monde avait parlé de possible renversement de gouvernement, etc., etc. Donc, il en faut très, très peu aujourd'hui pour que à la fois les Occidentaux, mais peut-être aussi la politique russe s'enflamme. On est dans une zone de guerre, tous les nerfs sont à fleur de peau, et il peut y avoir un effet, multiplicateur d'opérations qui sont relativement petites. Et je pense que c'est ce sur quoi comptaient les Ukrainiens. À part ça, il y avait d'autres objectifs. Donc, l'objectif stratégique, apporter de la déstabilisation, apporter la guerre sur le territoire russe. Objectif opératif, très vraisemblablement, c'était s'emparer de la centrale nucléaire de Koursk ou le laboratoire nucléaire de Kourchatov, de nouveau pas pour les détruire, mais probablement plutôt pour en faire une monnaie d'échange pour reprendre la centrale de Zaporozhye qui est très importante pour l'Ukraine, notamment aujourd'hui, puisque aujourd'hui l'Ukraine n'a pratiquement plus de sources d'énergie et doit finalement demander à ses partenaires, d'ailleurs les partenaires qu'elle voulait sanctionner, comme la Hongrie et la Slovaquie, elle doit demander de l'électricité à ces pays. Donc, on voit que la problématique énergétique est très importante et l'Ukraine cherche à récupérer la centrale de Zaporozhye qui est conçue pour alimenter une grande partie du territoire ukrainien. Et c'est probablement l'objectif opératif était celui-là. Et puis alors, quand on parle de Soudja, le petit village qui est ici, n'est-ce pas? On parle d'un village ou d'un gros bourg de 5000 habitants.
ça n'est qu'un objectif tactique. On est simplement, quand vous voyez la zone d'ailleurs, qui est très vallonnée, très boisée, ça veut dire que les routes passent nécessairement par cette petite bourgade, et c'est la raison pour laquelle elle a pris une importance considérable dans le discours, mais en réalité, ça n'est qu'un objectif tactique qui devait permettre d'atteindre des objectifs opératifs au-delà de cette zone. Maintenant, la situation est telle aujourd'hui que l'offensive a été bloquée, on peut dire, même si sur certaines cartes, on a l'impression de voir qu'elle s'étend. En réalité, on a surtout aujourd'hui des unités d'infanterie, des groupes de reconnaissance et de sabotage qui sont un peu partout dans la nature, qui tiennent pas le terrain. Et ça, c'est important de le dire, les Ukrainiens ne tiennent pas vraiment le terrain, mais ils ont un dispositif qui est assez étendu et qui fait que la dynamique de l'intervention a été stoppée. Et donc, on peut dire que, d'une manière générale, l'offensive ukrainienne a été contenue et ça a conduit les Ukrainiens à changer leur objectif opératif et de dire et stratégique du coup, parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas de déstabiliser la Russie et qu'ils n'arriveraient pas à atteindre la centrale de nucléaire de Koursk. Donc ils ont changé de narratif et aujourd'hui l'idée est de dire, enfin le narratif officiel, c'est de dire, eh bien on a créé une zone tampon à l'intérieur du territoire russe pour protéger notre territoire. Alors bon, c'est une explication qui est un peu simple puisque, comme on l'a vu, c'est une zone qui est très difficile pour des opérations et d'ailleurs, les Russes n'ont pas utilisé cette zone-là quand ils ont mené leur opération spéciale en février 2022. Donc, on voit que c'est vraiment une opération, on essaye de transformer aujourd'hui les objectifs comme ça. Mais le fait de tenir ce terrain peut être, et c'est probablement d'ailleurs un autre objectif à la fois, alors on peut discuter si objectif opératif ou stratégique, mais l'idée a probablement été tout au long que soit la centrale nucléaire de Koursk, soit le territoire gagné pouvait être utilisé dans le cadre d'éventuelles négociations comme monnaie d'échange, si vous voulez, dans une négociation. Donc, voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Et ça me semble être l'état de la situation. Et quand on regarde la situation par ailleurs en Ukraine, on s'aperçoit que j'ai fait sur la base des chiffres, de nouveau, je répète, ce sont les chiffres russes, qui doivent être pris avec toute la prudence nécessaire parce que assez logiquement, les Russes vont avoir des chiffres qui sont plutôt favorables à leurs entreprises, donc c'est assez logique. Mais de nouveau, ça nous donne des tendances et ça nous donne un ordre de grandeur sur ce qui se passe dans la région de l'Ukraine. Et là, on voit que c'est toujours le groupement sud, dans le secteur du groupement sud, qu'on a la plus grande densité de pertes, c'est la plus grande quantité de pertes. Et donc, qu'en réalité, les combats ne se déroulent pas ici, là, dans la région de Koursk, c'est pas là où les combats sont plus importants, c'est toujours dans la zone du groupement nord. Donc, on voit quand même que dans la zone du groupement nord, il y a quand même, les Ukrainiens ont des pertes significativement plus importantes depuis ils ont lancé leur offensive le 6 août et on s'aperçoit qu'effectivement depuis cette période-là, les pertes ukrainiennes dans cette zone ont augmenté de manière significative. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui se passe, mais l'essentiel des combats se déroule dans la région du groupement sud, et notamment dans la région aujourd'hui de la ville dont on parle beaucoup, de Pakrovsk, où que les Russes ont réussi à presque atteindre, parce que, comme je l'ai dit, pour alimenter la poussée à Koursk, les Ukrainiens ont pris des forces qui se trouvaient dans la région de Kherson, dans la région aussi ici de la région au large de Lugansk, à la frontière de Lugansk, et puis qui les ont amenés dans la région de Koursk. Et donc on a un affaiblissement du dispositif ukrainien dans la région principale des combats
Et tout ça pour alimenter cette offensive. Donc c'est un peu, on a un peu déshabillé Paul pour habiller Jean, avec le résultat, eh bien, que la zone qui est la plus importante en réalité, c'est la zone du Donbass. Elle est restée aujourd'hui dégarnie, si vous voulez. Alors, quand on regarde ce qui se passe au niveau des pertes, on voit très nettement que les pertes ukrainiennes ont significativement augmenté à partir de la mi-août, et on a des chiffres qui sont assez considérables. Vous voyez le chiffre des pertes totales. De nouveau, ce sont des chiffres russes, donc à prendre avec précaution, mais ça donne quand même une tendance de ce qui se passe. Alors, quant aux forces russes, les effectifs des forces russes, selon l'état-major général ukrainien, ils sont à peu près de cet ordre-là. Alors, de nouveau, je ne sais pas dans quelle mesure les chiffres ukrainiens sont précis. Est-ce qu'ils ont exagéré les chiffres? Est-ce qu'ils les ont diminués? Je ne sais pas, mais ça, ce sont des chiffres ici que l'on voit, sont des chiffres ukrainiens. Et vous voyez que dans le groupement Nord, on a à peu près 73 000 hommes, ou 74, et on a dans le groupement Sud, là où il y a l'effort principal, 114 000, ainsi que dans le groupement Centre. Donc on voit bien que pour les Russes, l'effort se trouve encore et toujours dans la région du Donbass, et ça correspond d'ailleurs avec la situation qu'on avait en septembre et octobre 2022 déjà, où comme je vous ai montré les cartes de densité de bataillons, on voit que pour les Russes, l'important c'est le Donbass, et de nouveau on reste sur les objectifs. Il n'y a pas besoin d'inventer les objectifs, ils ont été énoncés par Vladimir Poutine le 24 février 2022, c'était d'enlever la menace sur la population du Donbass. Et c'est effectivement toujours cet objectif que les Russes sont en train d'atteindre ici. Le total des forces russes, selon l'état-major ukrainien, c'est d'environ 5500 000 combattants. Voilà. De nouveau, à prendre avec toutes les précautions d'usage, mais ça nous donne de nouveau un ordre de grandeur. Je pense que personnellement, il y a un peu moins que ça, mais de nouveau, c'est difficile à avoir une idée très précise et exacte. Quant aux forces ukrainiennes en présence, on ne sait pas exactement quelles sont leurs forces. Donc voilà un petit peu cette situation. Maintenant, concernant l'implication des Occidentaux, et là, je voulais quand même mentionner, parce que dans les commentaires qu'il y a eu, il y a certains commentateurs qui étaient un peu sceptiques du fait que j'avais dit non, les Américains contrôlent sans doute beaucoup moins que ce qu'on veut dire. Et je pense effectivement que les Américains commandent beaucoup moins que ce qu'on veut dire. Ils sont certainement présents, ils assistent les Ukrainiens, ils leur apportent des armes, ils les aident sans doute à évaluer la capacité des Russes, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient en mesure de connaître vraiment très précisément la situation des Ukrainiens, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle il me semblait intéressant de mettre cette déclaration du général Fenton qui commande le US Special Operation Command, donc c'est le commandement des opérations spéciales américain, qui disait le Pentagone suit la guerre en cours principalement à travers les yeux de nos partenaires des opérations spéciales britanniques. Donc en fait, ce sont les forces spéciales britanniques sur le terrain qui renseignent les Américains, mais apparemment les Américains ont relativement peu de capacité à comprendre eux-mêmes ce qui se passe sur le terrain. Et c'est un peu comment dire, c'est un aveu assez intéressant parce qu'il confirme d'ailleurs ce que beaucoup de vrais experts disent, parce que ce que j'entends sur les sites français, beaucoup de sites et de chaînes françaises, les commentateurs qui racontent un peu, disons que, je ne veux pas dire n'importe quoi pour ne pas être méchant, mais ils ont tendance à faire passer leur opinion avant les faits. Je pense que les Américains, depuis le début d'ailleurs, sont relativement mal informés sur la situation en Ukraine. Ils surveillent la situation en Russie et là, ils ont probablement des moyens d'investigation et des moyens de renseignement qui sont performants et ils aident l'Ukraine à ça. Mais je ne pense pas qu'ils soient
si impliqués que ça dans les décisions opérationnelles des Ukrainiens. Et ça, je pense, c'est très important de le dire parce qu'on vous lance des trucs CIA, tout ça. Je pense que les Américains, d'abord la CIA, elle ne participe pas aux opérations militaires israéliennes, américaines, pardon, ça commence par ukrainiennes, j'y arriverai. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Et par ailleurs, les Américains aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, je ne vous dis pas qu'ils n'auraient pas l'intention de faire plus, parce que je pense que les Américains, c'est eux qui ont lancé ou qui ont créé ce problème, et leur idée, c'est toujours d'affaiblir la Russie. Mais aujourd'hui, ils constatent que dans l'immédiat, et surtout dans la perspective des élections, des élections américaines, eh bien, ce qu'ils font est un peu à fond perdu, et par conséquent, ils auraient meilleur temps d'essayer de sauver les meubles en ayant le début, en tout cas, ou l'amorce d'un dialogue entre Ukrainiens et Russes. Alors voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Je pense que c'est une. D'ailleurs, comment on pourrait rappeler ce que j'avais dit là déjà en 2022, hein, les Américains disaient qu'il leur manque, ils n'avaient pas une vision très claire de ce que voulaient faire les Ukrainiens. Les Américains ne commandent beaucoup moins que ce qu'on pense dans la situation. C'est également vrai d'ailleurs en Israël, et c'est d'ailleurs le problème un peu, parce que on voit bien que les Américains, ils ont leurs objectifs, c'est clair, mais on voit bien qu'aujourd'hui, tant du côté israélien d'ailleurs que du côté ukrainien, l'affaire leur a un peu glissé les doigts, si vous voulez, et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de capacité à maîtriser ce qui se passe. Les conflits ont pris un peu une dynamique propre, et que malgré leurs efforts d'essayer d'avoir des négociations ou des choses comme ça, de pousser Zelensky à négocier, je rappelle que les Américains ont poussé Zelensky à négocier dès novembre 2022, hein, je le rappelle, parce qu'ils ont depuis l'année passée, les Américains savent que c'est perdu. Et on voit très bien d'ailleurs dans la conception des opérations qui a été faite, que les Américains n'étaient pas contents avec la planification des opérations, tant à Zaporozhye en juin de l'année passée, donc cette fameuse contre-offensive menée par les Ukrainiens. Les Américains n'étaient pas contents de la manière dont elle a été planifiée, de la manière dont elle est exécutée, et donc ce qui indiquait que les Américains ne sont pas partie de la planification et du travail d'état-major qui conduit à planifier et conduire ces opérations. Et on a exactement le même phénomène en Ukraine, où les Américains constatent qu'il y a des fautes pas nécessairement de conduite, mais de planification de l'opération, que les Américains n'auraient sans doute pas fait s'ils avaient été impliqués dans la planification. Et aujourd'hui, on a ces critiques qui viennent même de militaires américains. Donc, malgré tout ce que peuvent penser les uns et les autres sur l'implication des États-Unis, qui a sans aucun doute été à l'origine du conflit, mais très rapidement, ils ont totalement perdu le contrôle de ce qui, on est un peu dans la fable de l'apprenti sorcier, n'est-ce pas? Regardez ce film dans Fantasia de Walt Disney de 1940, et vous avez l'image de l'apprenti sorcier qui perd totalement le contrôle de ce qu'il a enclenché, et on a exactement cette situation, et c'est ça qui est dangereux, à vrai dire. Ce qui est dangereux, c'est pas que les Américains conduisent, ce serait moins dangereux si les Américains conduisaient les choses, parce que les Américains, malgré tout, on voit qu'ils n'ont pas de conduite irrationnelle. Ils savent que la guerre, soit du côté palestinien, israélien, soit du côté ukrainien, pourrait les mener à un conflit de type nucléaire, et c'est eux qui sont en première loge dans cette affaire. Donc il y a beaucoup plus de rationalité chez les Américains que chez les Européens, par exemple, ou naturellement les Israéliens. Et donc le fait que les Américains semblent perdre la main, n'aient plus le contrôle de la situation, malgré que
c'est les seuls auxquels on fait appel lorsqu'il y a des possibilités de négociation ou d'initiatives diplomatiques, on fait appel aux Américains. Parce que les Européens, soit en tant qu'Union européenne, soit en tant que pays indépendant, sont inexistants. Résultat des courses, les Américains sont le dernier recours. Mais ce qui est grave, c'est que ce dernier recours, on voit bien qu'il n'a aucun levier, aucune capacité de contrôler la situation. Donc, on est dans une situation qui est assez inquiétante de ce point de vue-là, parce que ça montre que la principale source de calme possible, si vous voulez, eh bien, elle est inopérante. Et ça, c'est, à mon avis, la vraie leçon de la situation que l'on a actuellement à la fois en Ukraine et en Palestine. Oui. Alors, je voulais quand même évoquer un point qui m'a quand même un peu amusé, oui, un peu amusé. Vous avez sans doute vu ces choses-là, que ça a été relevé sur certaines chaînes occidentales, LCI pour la photo de dessus, en Italie la photo de dessous, où tout d'un coup on s'aperçoit que les soldats ukrainiens ont des costumes et des accessoires, je dirais, qui rappellent singulièrement les années 30, n'est-ce pas? Et tout ça n'est en réalité pas nouveau, on le savait déjà depuis longtemps, mais ce qui est amusant, c'est que pendant des mois, d'ailleurs, comme on avait depuis on savait déjà en 2021, hein, donc qu'il y avait l'extrême droite était un problème. Le Jérusalem Post lui-même avait indiqué que les pays occidentaux entraînaient des extrémistes de droite en Ukraine. De nouveau, c'est pas Vladimir Poutine qui le dit. En 2022, même en décembre 2022, le média Jacobin, qui est un média proche d'ailleurs du Parti démocrate aux États-Unis, eh bien disait que le Canada avait entraîné des fascistes ukrainiens. Et on retrouve ici la croix de Thor, d'ailleurs, sur cet insigne ici, qui est d'ailleurs un signe que je crois on voulait interdire en France parce que certains mouvements d'extrême droite le portaient. Donc vous voyez, on a formé des Ukrainiens avec ça, mais en France, on s'aperçoit que c'est l'extrême droite. Et puis, en mai 2023, le New York Times, d'ailleurs, disait qu'il y avait des symboles nazis qui étaient courants sur le front ukrainien et qui étaient d'ailleurs un problème à long terme pour la politique ukrainienne. Alors, ça me fait rire parce que le 22 novembre 2022, dans une émission de Géopolitis, le journaliste, c'est une émission faite par la RTS, la radio-télévision suisse, et le journaliste Jean-Philippe Chalère a fait tous les efforts possibles avec une experte que je ne montrerai pas ici, pour dire que c'était une fable totale et même un mensonge total qu'il y avait des nazis en Ukraine. Et c'est lui qui d'ailleurs me traitait d'agent de Poutine. Et on s'aperçoit que ces gens ont constamment menti sur la situation en Ukraine, tout ça pour favoriser leur narratif. Et d'ailleurs, sur la photo que j'ai montré tout à l'heure de ce militaire ukrainien avec un casque, avec l'insigne de la SS dessus, vous avez des journalistes de LCI qui disaient oui, il devrait peut-être enlever cette photo parce que... Donc, ils ne parlent pas de résoudre le problème des néo-nazis. Non, ils disent il faut enlever la photo parce que ça pourrait nuire à l'Ukraine. Donc, ce sont des gens qui finalement sont tout à fait favorables à cette démarche d'extrême droite, parce qu'elle, en fait, elle nourrit le propre narratif de nos médias. Et ça me semblait intéressant de l'illustrer, parce que ça montre les contradictions en réalité qu'on a dans nos narratifs d'une manière générale, si vous voulez. Donc voilà. C'est clair, oui. Tant que ne sont pas des musulmans ou des Africains, on passe. Hein.
on flirte avec le nazisme. C'est exactement ça. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Oui, oui, oui. Merci. Notre deuxième point d'analyse pour notre rencontre est lié à la guerre contre Gaza. J'aimerais connaître votre opinion sur la volonté de Netanyahou de perturber un éventuel accord de cessez-le-feu. Il y a ceux qui croient fermement que Netanyahou a pu se coordonner avec le candidat Trump afin de ne pas conclure cet accord pour embarrasser les démocrates et montrer leurs échecs, et parce que l'arrivée de Trump donnera aussi beaucoup de terrain d'action et de soutien politique à Netanyahou et à Israël. J'aimerais aussi connaître votre opinion, s'il vous plaît, sur la réponse du Hezbollah hier en attaquant Israël avec près de 340 roquettes et 50 drones. Alors, concernant l'affaire, je ne sais pas si il y a eu une concertation entre Netanyahou et Trump. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump ne sera pas un élément modérateur dans le conflit palestinien. Il ne l'a jamais été. C'est lui qui a, je le rappelle, lors de son mandat, qui a reconnu l'annexion du Golan, qui est une annexion illégale au terme du droit international, et il a reconnu également Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qui était de nouveau quelque chose que le droit international ne reconnaît pas. Je rappelle, on revient à ce qu'avait dit la résolution 181 des Nations Unies, et qui s'est d'ailleurs, donc c'était la résolution de novembre 1947, qui prévoyait que Jérusalem devrait être une zone contrôlée de manière internationale, mais ne devait pas être la capitale d'un État, pour l'un ou pour l'autre d'ailleurs. Et je dirais même que cette situation, c'est un peu, ou la position du droit international s'est un peu renforcée avec la déclaration de la Cour internationale de justice du 19 juillet de cette année, où d'ailleurs, de manière assez symptomatique, très peu de médias ont évoqué, je crois que Le Monde l'a évoqué, mais sinon, ça a été pratiquement pas évoqué, c'est que la Cour internationale de justice considère non pas les territoires palestiniens occupés, mais le territoire palestinien occupé. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul territoire occupé. Et ça c'est intéressant parce que ça laisse supposer qu'on est dans la violation de la résolution 181 de 1947. J'avais déjà expliqué pourquoi cette résolution a été en fait violée par, alors c'était pas encore Israël, puisque Israël est issu ça a été créé le 14 mai 1948, mais dès la publication de la résolution 1947, les milices israéliennes ont occupé un territoire de façon à prévenir l'usage de référendum qui était prévu dans la résolution 1981, ce qui fait que, quand on entend d'ailleurs le discours des Palestiniens parlant de la Palestine comme un territoire occupé, eh bien, on voit que la réaction israélienne du 7 octobre a amené la communauté internationale à se rapprocher de la position palestinienne de ce point de vue-là. Et ça me semble être quelque chose de très intéressant. Mais on voit donc que Trump n'est pas un élément modérateur et ne le sera pas. Par conséquent, on peut imaginer effectivement qu'il se soit arrangé. Je n'en sais rien, je ne peux pas répondre à ça. Mais ce qu'il est de certain, c'est que Netanyahou ne veut pas d'accord avec les Palestiniens. Et ça, je pense que c'est l'élément central. Trump ou pas Trump, les Israéliens, en tout cas le gouvernement israélien, et en tout cas ce gouvernement-là, ne veut pas d'accord avec les Palestiniens. Et c'est la raison pour laquelle on a ces atermoiements dans la situation à Gaza. Et vous rappelez que peut-être dans les négociations qu'il y a sur un cessez-le-feu,
eh bien, de nouveau, il n'y a pas besoin d'aller regarder la littérature du Hamas. Hein. CNN nous dit que même s'il y a un cessez-le-feu, même si on accepte, un cessez-le-feu est accepté pour Gaza, eh bien, Israël se réserve le droit de reprendre la guerre avec le Hamas. Donc, on voit bien que les Israéliens ne sont pas du tout sérieux quant à avoir un cessez-le-feu, parce que le but d'un cessez-le-feu, c'est évidemment de construire quelque chose, et notamment de mettre en place les résolutions des Nations Unies, de nouveau, ce qui a été renforcé, toutes ces décisions des Nations Unies existent, mais le dernier avis de la Cour internationale de justice est très clair, disant que cette fois-ci, il faut mettre en œuvre toutes ces résolutions, que les territoires occupés doivent être libérés, enfin que le territoire doit être libéré des colons illégaux, etc., etc. Donc, on s'aperçoit bien que la communauté internationale, la communauté du droit international est de plus en plus du côté des Palestiniens, et c'est peut-être pour cette raison qu'on a du côté israélien un jusqu'au boutisme, si vous me passez l'expression, qui fait que les Israéliens ne veulent pas s'engager dans un cessez-le-feu, dans un vrai cessez-le-feu qui conduise, qui amène à une solution, tout simplement parce que eh bien, ils savent que la communauté internationale va leur empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. J'entends comment les Israéliens veulent un territoire de la mer Méditerranée au Jourdain sans les Palestiniens. Donc ça, c'est absolument clair. Ils le disent depuis les années 1940. Ils n'ont pas changé leur point de vue. Donc on est exactement là-dessus. J'entends toute personne qui pense que les Israéliens pourraient être sérieux sur quelque chose d'autre se trompe. Les Israéliens ne veulent plus de Palestiniens. Point barre. Donc, on est dans une situation où, effectivement, il faut soit que la communauté internationale fasse une pression très forte sur Israël, soit qu'Israël soit vaincu. Hein, ça, c'est une autre possibilité, qu'Israël soit totalement vaincu pour que, finalement, on impose par la force des décisions qui auraient pu être prises de manière conjointe par la négociation depuis des années d'ailleurs, mais que le gouvernement de Netanyahou, en particulier avec son aile très à droite, pour pas employer d'autres mots, eh bien, ce gouvernement ne veut pas ça, c'est un gouvernement d'extrémistes en réalité. Donc, on est, voilà la situation. Alors maintenant, évidemment, tout ça nous ramène à la situation qu'on a aujourd'hui, les attaques d'Israël contre le Hezbollah et notamment l'élimination de Fouad Choukr il y a maintenant quelques semaines, et naturellement l'élimination d'Ismaël Haniyeh à Téhéran, qui ont clairement pour objectif de la part des Israéliens d'élargir le conflit. Parce que, comme je vous l'ai dit, une des options possibles, enfin une des manières dont le conflit pourrait se terminer, c'est effectivement la défaite d'Israël, la défaite complète, l'anéantissement d'Israël. Et je pense que les Israéliens, le gouvernement israélien le comprend de plus en plus, et c'est la raison pour laquelle, pour eux, l'idée d'élargir le conflit et d'en faire un conflit régional est pour eux considérée comme une porte de sortie. C'est ça qui est une situation très inquiétante. Je pense que les Américains l'ont réalisé, c'est la raison pour laquelle les Américains s'efforcent de pousser Israël à avoir comment dire, d'accepter un cessez-le-feu. Je vous rappelle que déjà le mois passé, les Américains avaient annoncé au Conseil de sécurité qu'ils avaient l'ébauche d'un cessez-le-feu, etc. Et à peine l'ambassadrice américaine avait présenté le projet en montrant que c'était une avance considérable pour la paix au Moyen-Orient, eh bien, à peine elle avait dit ça que l'ambassadrice israélienne avait dit « nous, il n'est pas question de négocier ».
Donc on voit que les Américains sont plus du tout en phase avec les Israéliens et que les Israéliens sont dans une logique où finalement seul un conflit régional où ils ont l'impression qu'ils pourraient gagner ou que grâce à l'aide des Occidentaux, parce qu'ils pensent que sont les Américains premièrement, mais probablement d'autres Occidentaux qui viendraient les aider et finalement avoir que les Occidentaux ne laisseraient pas perdre Israël, si vous voulez, en clair. Donc on est effectivement dans cette situation et je pense que c'est important de le relever. Maintenant, alors les attaques israéliennes tant en Iran qu'au sud Liban, elles vont amener des réponses. Elles ont déjà commencé à amener des réponses du côté du Hezbollah. Le Hezbollah a pris beaucoup de temps avant de répondre pour plusieurs raisons. Et de nouveau, on a eu un discours de M. Nasrallah qui a expliqué en partie toutes ces raisons. Il y a plusieurs explications. La première, c'est que les gens du Hezbollah ont fait un peu comme ont fait les Iraniens d'ailleurs avec leur riposte d'avril de cette année. Ils ont consulté leurs alliés avant de se lancer dans une opération. Ils ont voulu assurer finalement que ce qu'ils feraient n'allait pas déstabiliser la région. C'est pour à la fois, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'avait fait l'Iran en avril vis-à-vis des Américains et vis-à-vis de la communauté internationale. C'est-à-dire, on ne veut pas détruire Israël et d'un autre côté, en échange, vous n'intervenez pas. Voilà. Et on a un peu ce même raisonnement qui s'est fait du côté des Libanais, c'est-à-dire de dire on va riposter, on va le faire, c'est montrer les limites de cet engagement pour montrer que le Hezbollah n'avait pas l'intention de déclencher une nouvelle guerre, mais d'avoir un effet, si vous voulez, dissuasif. Et c'est d'ailleurs intéressant qu'on entend maintenant, pour la première fois d'ailleurs, je pense, l'idée de dissuasion de la part du Hezbollah. C'est une stratégie de dissuasion à l'égard d'Israël. Et c'est une approche très intéressante parce qu'elle est totalement nouvelle dans ce sens-là. Si vous voulez, Israël a toujours voulu faire de la dissuasion en faisant peur à ses adversaires. Maintenant, ses adversaires adoptent finalement la même stratégie et on a cette situation. Et puis d'autre part, il y avait l'idée de la part du Hezbollah d'avoir des attaques extrêmement ciblées sur des objectifs extrêmement bien choisis. Et en l'occurrence, le Hezbollah, pour la riposte qu'ils ont fait il y a 2 jours maintenant, ils ont choisi de tirer d'atteindre des objectifs militaires, donc on évite les civils, et on atteint les objectifs qui sont liés à aux opérations qui ont été menées contre le Liban, c'est-à-dire les opérations aériennes et les opérations de renseignement. Donc, c'est parce que c'est eux qui ont mis au point l'attaque contre Fouad Choukr, et donc les attaques sont dirigées comme ça. Alors, si on regarde sur la carte, ça se traduit par, ici vous avez toutes les cibles qui ont été visées par le Hezbollah. Alors, vous avez ici toutes les installations, alors je ne veux pas ici vous les détailler, mais vous avez toutes les installations de renseignement et de renseignement aérien qui ont été touchées dans la partie nord d'Israël et dans le Golan occupé. Et on voit que ce sont strictement des objectifs militaires. On s'aperçoit d'ailleurs, à part ça, que soit les Iraniens, soit les gens du Hezbollah sont capables d'avoir des ripostes ciblées, très bien calibrées, en évitant de faire des victimes humaines, des victimes civiles, alors que les Israéliens sont incapables de le faire. Et ce qui montre que les Israéliens, finalement, cherchent à faire des victimes civiles, parce que s'ils voulaient, ils pourraient faire comme les gens du Hezbollah et et l'Iran, et cibler davantage leurs opérations. Donc il y a clairement une volonté délibérée de la part des Israéliens de toucher de la population civile, notamment et en particulier dans la région de la Palestine.
Il faut dire que donc la riposte du Hezbollah, elle a été avec 340 missiles et drones qui ont été tirés sur ces objectifs, et que par ailleurs, les Israéliens ont riposté avec 100 avions. Attendez, voilà, non, maintenant, je ne sais plus si c'est 100 ou 200. Maintenant, mais c'est des attaques aériennes. Donc, c'est 100 avions qui ont été engagés pour tirer sur des objectifs au Liban. Et apparemment, selon les Israéliens, ils auraient détruit 6000 missiles du Hezbollah. Le chiffre me semble un peu exagéré, mais bon, c'est les chiffres qui sont donnés par les Israéliens. Les Israéliens, jusqu'à maintenant, ont montré qu'ils n'étaient pas très fiables dans les chiffres qu'ils donnent. Donc, il faut prendre les chiffres israéliens avec beaucoup de prudence parce que eux, ils sont vraiment dans le narratif, d'ailleurs exactement comme les Ukrainiens. Du côté du Hezbollah, je pense que les chiffres sont beaucoup plus fiables et d'ailleurs sont beaucoup plus corroborés avec la réalité. Et on s'aperçoit effectivement que leurs 340 missiles ont pu atteindre finalement grande partie de leurs objectifs. Et malgré ce que dit Israël. Alors, peut-être, là, j'ai marqué ce qui avait été touché dans le nord d'Israël, mais apparemment, il y a également la base de Glilot, qui est à proximité de Tel Aviv, d'ailleurs, et qui est la base sur laquelle se trouve le quartier général du Mossad, et l'unité 8200 de l'Aman, qui est le service de renseignement militaire, et c'est l'unité de reconnaissance électronique ou de renseignement électronique, si vous voulez, d'Israël, donc qui est à la fois qui est du renseignement militaire, mais qui fournit également, c'est un peu l'équivalent de la NSA aux États-Unis, si vous voulez. Et donc, voilà, ça c'est d'ailleurs la carte qui a été publiée par le Hezbollah après ces attaques. Donc, voilà un petit peu où on en est avec ces attaques. Et voilà, je ne pense pas qu'à ce stade, il est difficile, j'ai essayé d'avoir plus d'informations, mais il est difficile d'avoir, on est encore un peu dans le brouillard de la guerre parce que chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Je pense, quant à moi, que l'opération du Hezbollah, qui n'est pas terminée d'ailleurs apparemment, est un succès dans la mesure où ils ont réussi, pour un acteur non étatique, à remettre en question la supériorité numérique, technologique des Israéliens. Et probablement à déjouer parce que la plupart des objectifs qui ont été visés étaient des objectifs du dôme de fer. Et donc, il semblerait que ce dôme de fer que les Israéliens ont érigé en espèce de mythe, il semble qu'il ne soit pas aussi efficace que l'on dit. Ça avait déjà été observé d'ailleurs à l'époque du raid iranien. Et ça a été observé par la suite par de nombreuses opérations du Hezbollah dans le nord du pays. Ce qui est intéressant, c'est que Netanyahou apparemment aurait dit qu'il se préparait à une attaque contre le Liban afin de reprendre leur territoire. Donc on voit qu'il y a une volonté pour Israël, l'idée que toute cette zone leur appartient est une zone qui est d'ailleurs très dérivée directement de du Bétar, qui avait été créé dans les années 30 avec sous la houlette idéologique de Jabotinsky, qui était ce qu'on appelait les sionistes révisionnistes, pour qui la Palestine, et c'est d'ailleurs les ancêtres presque directs du Likoud, de la branche de Netanyahou, et c'est des gens qui pensent que pratiquement tout le Moyen-Orient, enfin tout le Levant, pratiquement, grande partie du Levant, est en fait territoire qui devrait être à Israël. Donc, on est effectivement dans cette logique-là et probablement qu'on va s'attendre à... j'entends la situation ne s'est certainement pas calmée. Le Hezbollah a montré
qu'il était capable de frapper fort, précisément, mais je ne pense pas qu'il a délivré toutes ses capacités. D'ailleurs, les missiles, il y a des missiles tactiques opératifs qui avaient été montrés récemment dans une vidéo du Hezbollah. Il ne semble pas qu'ils aient été utilisés cette fois-ci. Ça veut dire qu'en gros, le Hezbollah a mené une frappe contre Israël dans le but de dire voilà ce qu'on est capable de faire. Si vous nous attaquez, on passera à la vitesse supérieure. Voilà, je pense que c'est un peu le message. C'est d'ailleurs exactement le même message qu'avait fait l'Iran à l'égard d'Israël. Je rappelle que, contrairement de nouveau à ce que j'entends sur certaines chaînes francophones, le but de l'Iran et le but de Hezbollah n'est pas la destruction d'Israël. Je le rappelle, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient détruire Israël. En revanche, si Israël vient, bon, ben là, la situation pourrait changer. Mais il y a ces deux, tant le Hezbollah que l'Iran n'ont aucune revendication territoriale par rapport à Israël, par exemple. L'Iran, certainement pas, mais même pas le Hezbollah. Le Hezbollah veut simplement que tous les territoires, l'ensemble des territoires, jusqu'au dernier centimètre carré, comme dirait M. Meyer Habib, que jusqu'au dernier centimètre carré, les Israéliens aient quitté le Liban, ce qu'ils n'ont pas fait, et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison de l'existence du Hezbollah. Merci. On reste dans la même thématique de la guerre en Ukraine et la guerre contre Gaza. Puisque les rapports parlent de l'implication des services de renseignement britanniques dans la guerre contre la Russie aux côtés des Ukrainiens, et dans ce sens aussi, la résistance libanaise de Hezbollah et la résistance palestinienne ont confirmé aussi que les services de renseignement britanniques depuis Chypre fournissaient à Israël un soutien en matière de renseignement. Comment expliquez-vous l'implication des Britanniques dans ces deux conflits? Alors, on va commencer par l'Ukraine, si vous voulez bien. Alors, c'est vrai que les Britanniques ont montré un activisme assez étonnant dans ces deux conflits. Concernant le conflit ukrainien, alors j'entends beaucoup de bêtises aussi, de nouveau sur des chaînes francophones ou des commentateurs de géopolitique francophone qui nous disent que l'opération contre course a été planifiée par les Britanniques, qui sont impliqués jusqu'au bout, etc. Et pour affirmer ça, ces commentateurs se basent sur un article qui a été publié dans le Sunday Times il y a quelques jours, une semaine ou deux, sur l'importance de l'aide britannique à l'Ukraine. Alors, quand on lit l'article du Sunday Times, il ne mentionne absolument pas le fait que les Britanniques auraient pris part dans la planification et l'organisation de l'intervention à Koursk. En revanche, cet article montre les efforts qui ont été fournis par les Britanniques en aidant l'Ukraine et font une sorte de bilan de ce que les Britanniques ont fourni à l'Ukraine en termes de chars, de missiles, d'artillerie, etc. Et on a plutôt un état des lieux que la déclaration. L'article ne mentionne absolument pas que l'armée britannique était impliquée dans dans la planification. D'autre part, je rappelle que, de nouveau, on est dans on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure à propos des États-Unis qui essayent plutôt de modérer les choses. On s'aperçoit que concernant, et de nouveau, ça c'est The New Voice of Ukraine, donc c'est un média ukrainien, c'est pas le Kremlin, c'est pas voilà, qui précise que les Américains ont empêché les Britanniques d'utiliser les missiles Storm Shadow contre la Russie. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les Américains ont donné une sorte de feu vert à certains de leurs alliés pour utiliser des armes dans la zone frontalière.
dans la zone frontalière. L'idée étant, à l'époque, quand cette autorisation a été donnée, c'était pour lutter contre l'offensive russe au mois de mai, l'offensive russe contre Kharkov. Et pour donner de la profondeur, si vous voulez, à la défense ukrainienne, eh bien, les Américains ont autorisé qu'on utilise ces armes dans la zone de Kharkov, mais pas au-delà, en fait. Et c'est toujours apparemment la position américaine. Alors, les Américains ont dit que non, ils n'avaient pas interdit d'utiliser contre la Russie, mais en fait, on joue sur les mots. Ils n'ont pas utilisé, ils ont pas interdit aux Britanniques et à d'autres d'ailleurs d'utiliser les armes contre le territoire russe, mais ils ont interdit d'utiliser dans la profondeur du territoire russe, c'est-à-dire qu'ils ont autorisé uniquement sur le territoire russe qui est adjacent à la zone de Kharkov et probablement de Koursk, mais pas au-delà. Les Américains ne veulent pas que ce conflit dégénère en quelque chose de plus important. Par conséquent, pourquoi les Américains peuvent interdire ça aux Britanniques? Eh bien, tout simplement parce que les missiles Storm Shadow contiennent des composants américains. Et donc, en vertu donc vous avez toujours, quand on livre des armes, vous avez toujours un End User Certificate qui définit l'usage final qu'on peut faire d'une arme. Et quand vous vendez une arme, vous pouvez dire « je vous vends cette arme à condition qu'elle soit utilisée que pour ceci ou que pour cela, et sinon, eh bien, vous êtes en rupture de contrat avec nous, si j'ose dire. » Voilà, c'est un peu comme ça. Et là, les Américains, je me rappelle quand j'étais au Soudan, par exemple, le Canada avait voulu offrir aux Nations Unies pour le Darfour, avait voulu offrir des véhicules de transport de troupes de type Cougar, si ma mémoire est bonne. Les Américains sont opposés à cette livraison. Alors, c'était des chars canadiens, des véhicules blindés canadiens, de l'armée canadienne, que l'armée canadienne dont elle n'avait plus besoin, et elle voulait les donner en plus aux Nations Unies. Mais les Américains s'y sont opposés tout simplement parce que le moteur de ces véhicules était des moteurs General Motors, des 6V53T, qui sont américains. Et donc, les Américains ont dit, en vertu du droit d'usage final de la chose, nous ne voulons pas que notre technologie, si vous voulez, se trouve sur le territoire du Soudan. Finalement, il y a eu des négociations et les choses ont pu se résoudre, mais voilà, donc c'est important. Il suffit qu'il y ait quelques vis ou quelques composants électroniques qui soient d'origine américaine et les Américains peuvent dire on arrête tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on achète des armes américaines, c'est le problème, par exemple, des F-35. On pourrait très bien avoir une situation, ceux qui achètent les F-35 pourraient très bien avoir une situation où ils ont l'interdiction d'utiliser ces armes, même si c'est dans leur intérêt, tout simplement parce que les Américains, en vertu de ce droit de land use, peuvent empêcher l'usage de ces armes. Par exemple, si un pays africain voulait acheter des armes américaines, les Américains pourraient très bien faire une intervention pour empêcher l'usage de certaines armes. Et donc, acheter des armes américaines, c'est en fait toujours une arme à double tranchant parce que les Américains ensuite, exactement comme vous utilisez du dollar, hein, vous pouvez faire une transaction, même si vous n'êtes pas sous sanction ou comme ça, si vous utilisez du dollar, les Américains peuvent vous dire non, pour cette transaction, vous utilisez des dollars, les dollars c'est nous, donc vous ne pouvez pas le faire. C'est la raison de la dédollarisation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est plus intéressant d'acheter les armes chinoises ou russes parce qu'elles sont dépourvues de ce genre disons que les conditions d'usage et les menaces qui pèsent sur un usage illégal sont beaucoup moins importants. Donc voilà, ça me semblait être important de dire. Et puis, par contre, effectivement, on constate qu'en Ukraine, eh bien, on a de plus en plus de gens qui parlent d'autres langues. Et là,
je cite Military Watch Magazine, qui est un magazine sud-coréen, donc de nouveau, on n'est pas, c'est pas le Kremlin, c'est pas Pékin, qui nous dit que effectivement, on s'aperçoit qu'on parle beaucoup français parmi les militaires qui sont engagés dans l'initiative de course, français et polonais. Hein, c'est les principales langues utilisées. Donc, on voit très bien qu'il y a une implication des Occidentaux, mais qu'à l'inverse, donc, ce sont surtout des contractants, ce sont des mercenaires en réalité. Hein. Contrairement à ce que dit Macron, il y a des mercenaires. Et donc, on est avec vraiment une implication étrangère très importante, mais les Américains, comme je l'ai expliqué à propos du Storm Shadow, ont tendance à calmer le jeu quelquefois parce que pour eux, dans la situation actuelle, les Américains privilégieraient une situation négociée parce que c'est politiquement plus avantageux pour eux à ce stade. Alors, quand on parle de la question de la Palestine et du nord du Liban, d'Israël, et respectivement du sud-Liban. Alors, vous pouvez d'ailleurs lire dans mon livre sur l'opération Al-Aqsa, je parle de tout ça. Hein. Je parle de tout ça, et on sait notamment que, donc vous savez que les Britanniques ont plusieurs bases sur l'île de Chypre. Ils ont deux bases, la base de Agios Nikolaios et la base d'Akrotiri. Et puis, ils ont une station de renseignement électronique de la Royal Air Force à Todros, qui est un peu au centre ici de l'île. Et ces stations, d'ailleurs, elles ont été mises là pour pouvoir écouter électroniquement ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est la raison de leur présence en fait sur l'île de Chypre, qui est, comme si vous regardez sur la carte, évidemment très proche de ce qu'on appelle le Proche-Orient. Et donc, c'est un endroit pour les Britanniques qui est très important et qui est géré en partie par le Government Communication Headquarters, qui est l'équivalent de la National Security Agency américaine. Donc, c'est les services de renseignement qui sont spécialisés dans le renseignement électronique. Et ces renseignements électroniques, il n'est pas simplement statique dans des zones ici sur Terre, mais il utilise également des avions de reconnaissance électronique, et notamment les avions U-2 TR-1, qui sont celui qui est illustré ici sur cette image, ici, et également des avions plus petits qui sont le Shadow R1, qui est un avion de la Royal Air Force qui est conçu pour la reconnaissance électronique, et ce sont ces appareils qui font des vols réguliers au-dessus de tout le long des côtes en fait israéliennes pour écouter notamment dans la bande de Gaza ce qui se passe. Et je vous rappelle que la libération de 4 militaires, enfin 2 militaires et un groupe un personnel de sécurité, vous vous rappelez, on en avait parlé sur votre chaîne il y a quelques semaines, cette libération qui s'est faite d'ailleurs avec où pour libérer 4 personnes, des Israéliens avaient tué 250 civils, donc on est toujours dans cette disproportion typique de la mentalité israélienne. Et là, j'avais d'ailleurs évoqué à cette époque que la localisation de ces prisonniers avait été faite grâce au renseignement électronique américain, et c'est probablement du renseignement qui venait de la base de Chypre. Et donc tout ça est connu, d'ailleurs c'est dans mon livre, je parle de tous ces appareils et de la manière dont ils sont utilisés. Donc rien de nouveau ici, peut-être même que le Hezbollah a lu mon livre pour pouvoir le dire, parce que ça vient un peu tard, on le savait déjà depuis très longtemps en réalité. Donc voilà un petit peu cette situation. Donc oui, les Britanniques sont impliqués, oui, tout à fait. Voilà. Si c'est clair, on termine avec le contexte suisse. Hein. Vous restez toujours
un Suisse qui a œuvré dans le service public et le service sécuritaire suisse. Comme vous savez, des démarches intensives du ministre suisse des Affaires étrangères, le conseiller fédéral, M. Cassis, avec l'appui du directeur de la police fédérale suisse avant le départ de ce dernier à la retraite, afin d'adopter une loi interdisant la présence du Hamas sur le territoire suisse. Cette mesure soulève de nombreuses questions parmi les anciens diplomates, les fonctionnaires, les experts, les dirigeants de l'initiative de Genève pour la paix, de médiation entre les Israéliens et les Palestiniens, notamment celles liées à l'aspect factuel, car le Hamas n'a pas été actif à l'étranger, notamment en Europe. Et cette loi soulève également une question sur l'agenda de la diplomatie suisse qui perd toute sa crédibilité dans tous les conflits. Et cette loi sera-t-elle un moyen, d'après vous, de faire taire et d'intimider les voix pro-palestiniens, comme le réclament les lobbies pro-israéliens? On se souvient de cette association Suisse-Israël qui a demandé à ses adhérents d'espionner plusieurs personnalités publiques, des institutions publiques, des associations, sans que le ministère public fédéral prenne une action, parce que espionner quelqu'un, c'est menacer sa sécurité, son intimité, son liberté d'action. Jusqu'à maintenant, on attend l'action du ministère public fédéral qui je ne pense pas qu'il y aura une action. Alors, il y a plusieurs questions dans celle-ci. La première, c'est la question de la désignation d'un mouvement comme mouvement terroriste. Alors, d'une manière générale, indépendamment du contexte suisse, le problème de la définition du terrorisme, c'est que c'est une définition qui n'a jamais été acceptée internationalement. En d'autres termes, chaque pays a ses propres définitions. Je me rappelle quand j'avais écrit mon livre sur l'encyclopédie du terrorisme, il y a maintenant une vingtaine d'années à peu près, j'avais compté qu'aux États-Unis, seulement aux États-Unis, les organismes officiels avaient 400 définitions différentes du terrorisme. Donc, même au sein d'un seul pays, donc des organisations régionales, des États, fédérales, etc., tout le monde avait une définition différente de ce qu'est le terrorisme. Alors, ça pose évidemment des problèmes parce que comment voulez-vous ensuite appliquer une juridiction uniforme à un concept qui est finalement totalement, comment dire, qui n'est pas défini de manière cohérente, si vous voulez. Et finalement, on s'aperçoit que le mot terrorisme, il est utilisé dans nos pays plus pour définir une sévérité de punition que pour résoudre le problème. Et c'est là, et on pense souvent d'ailleurs que la punition va permettre de résoudre le problème. C'est typiquement ce qu'il y a en France, n'est-ce pas? Quand vous avez un assassinat, comme il y en a eu quelques-uns, il y a eu Samuel Paty, il y a eu un autre, je crois, un enseignant à Amiens ou à Arras, je ne me rappelle plus, qui avait été assassiné. On a désigné ça comme terrorisme. Alors, ces crimes étaient particulièrement atroces parce que c'était des égorgements et des choses comme ça, enfin des choses particulièrement brutales qui évidemment suscitent la réprobation naturelle, si j'ose dire, et qui doivent être punis sévèrement par ailleurs. Mais le désigner comme terrorisme ne résout pas le problème. Pourquoi? Parce que le terrorisme, ça fait partie d'une stratégie plus large. Donc, un individu tout seul qui ferait du terrorisme, ça n'a pas de logique, si vous voulez. Il doit y avoir un objectif stratégique défini, et puis le terrorisme est une manière d'atteindre cet objectif. Mais assassiner quelqu'un, de la manière, quel que soit le caractère horrible de ce crime, ça ne correspond pas à une stratégie ou quelque chose pour obtenir quelque chose de l'État. On s'aperçoit bien que l'assassinat de Samuel Paty n'a pas d'ambition
au-delà de la destruction de M. Paty lui-même, si vous voulez. Et donc l'objectif de l'action disparaît avec l'élimination de l'objectif. C'est le cas de Samuel Paty, par exemple. Alors que pour le terrorisme, c'est pas du tout ça. On cherche à atteindre un objectif et on frappe jusqu'à ce que un État, par exemple, accepte des conditions, que ce soit des libérations, que ce soit de quitter un territoire, une zone d'opération, comme il y a eu à l'époque de la guerre en Irak, etc. Donc on frappe jusqu'à ce que les demandes soient acceptées. C'est ça le terrorisme. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le caractère horrible ou pas. Un simple coup de couteau peut être terroriste, mais un simple coup de couteau peut aussi ne pas être terroriste. C'est la finalité qui détermine si la chose est terroriste ou pas. Et ça, c'est très important parce que la manière dont pour moi, par exemple Samuel Paty, Bertrand, et de nouveau, je pourrais me tromper sur le nom, mais de cet enseignant qui a été aussi assassiné à Arras, là, on est dans des crimes de type communautariste, c'est-à-dire dont l'objectif, c'était la personne, point final. Il n'y a pas d'objectif au-delà de la méthode utilisée. Et par conséquent, ça ça se combat avec des moyens différents. Le terrorisme, dans la plupart des cas, et notamment en ce qui concerne le terrorisme djihadiste, et vous avez derrière moi un livre entier sur cette question, pour lutter contre le terrorisme djihadiste, c'est avant tout des outils typiquement de politique étrangère, si vous voulez. Alors que lorsqu'on veut lutter contre les crimes communautaristes, Samuel Paty et autres que j'ai évoqués tout à l'heure, on utilise surtout des moyens de politique intérieure. Donc c'est même des ministères différents qui traitent les problèmes. Et par conséquent, quand on commence à mélanger les expressions, eh bien ça finit par ne plus savoir qu'est-ce qu'on combat et comment on va le combattre. Et ça conduit d'ailleurs à la seule manière de faire, si vous voulez, c'est d'interdire, parce qu'on finit par tout considérer comme du terrorisme. Donc, vous commencez par interdire la liberté d'expression, etc. Donc, c'est le problème qu'il y a en France, où finalement, le fait de s'exprimer en faveur des Palestiniens est considéré comme apologie du terrorisme. Et je pense que c'est une énorme erreur parce que ça conduit finalement à brouiller les cartes et ça conduit, et c'est pour ça que je dis et je prédis que la France aura encore du terrorisme parce qu'elle a été incapable de mettre de l'ordre dans ses idées et à combattre le terrorisme de manière systématique. Elle a une manière de combattre le terrorisme qui est totalement désordonnée. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui apparaît, qui n'a pas le discours qu'on entend, alors on l'appelle, on le désigne terroriste. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut combattre le terrorisme. Il faut le combattre de manière très méthodique, de manière extrêmement, précise, avec des outils précis, avec une combinaison, c'est ce qu'on appellerait chez les Américains all government approach, c'est-à-dire où on a la combinaison de différents ministères, si vous voulez, qui se combinent et dans des stratégies, il y a une stratégie globale et ensuite des stratégies par ministère pour aborder tout ça. C'est ce que j'explique dans mon livre. Et ça, les Français sont incapables de le faire, mais bon, ça c'est un peu lié à la nature de leur manière de conduire les affaires, qu'elles soient politiques ou affaires tout court. C'est très impulsif, c'est très intuitif, et c'est pas très systématique, c'est pas très méthodique, et c'est pas très organisé, si vous voulez. Ce qui explique d'ailleurs beaucoup les problèmes des déboires des Français sur de nombreux champs de bataille aussi. Il y a une approche qui est très peu systématique des choses, où on utilise des termes un peu à gauche, à droite, comme ça, on utilise des beaux mots, mais il y a pas beaucoup de... C'est pour ça que, par exemple, les Français n'ont pas réussi à créer ou à traiter correctement le terrorisme dans le Sahel, avec les opérations Barkhane, etc. Ça a conduit plus à péjorer la situation plutôt qu'à la résoudre. C'est pour ça que les pays Burkina Faso, Niger, Mali, etc. ont demandé aux militaires français de quitter parce qu'ils n'étaient pas partie de la solution, mais ils devenaient partie du problème, du coup. Mais ça, c'est lié à la manière dont on approche le champ de bataille, la manière dont on approche la problématique et surtout la manière dont on la définit.
Et c'est pour ça que définir le Hamas comme mouvement terroriste, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens. Et c'est en particulier vrai pour le Hamas et pour la Suisse. Si vous avez un groupe terroriste sur votre territoire et que vous décidez que c'est un mouvement terroriste de façon à pouvoir y appliquer des juridictions particulières et des lois particulières, alors c'est très bien. Mais quand vous avez un mouvement qui est un mouvement d'ailleurs de résistance, hein, d'ailleurs je rappelle que la résistance palestinienne est légitime au terme du droit international selon les Nations Unies, qui a été donné explicitement, et vous pouvez lire mes ouvrages, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui a décrété que la résistance palestinienne était légitime. Le Hamas est un mouvement de résistance. Le Hamas a mené des actions terroristes au début de son existence. À partir de 2005, il a décidé qu'il ne pratiquait plus d'opérations terroristes. Et effectivement, je pense que quand on observe les opérations du Hamas, elles ne correspondent pas à la définition ou à ce qu'on imagine des opérations terroristes. Et ça, factuellement, c'est-à-dire que les seuls, quand on parle du Hamas, on vous dit tout de suite, ah oui, mais ils envoient des roquettes. Oui, mais quand on regarde exactement dans quelles circonstances ils envoient ces roquettes, on s'aperçoit que c'est systématiquement en réponse à des attaques israéliennes. Systématiquement. J'ai regardé ça de manière extrêmement précise parce que lorsque j'ai écrit mon ouvrage, sur l'opération Al-Aqsa, mais aussi sur des articles que j'avais fait avant sur cette question, je me suis penché sur cette question des roquettes et savoir quel était le critère finalement pour le Hamas et d'autres d'ailleurs, parce que du coup, le Hamas n'est pas le premier mouvement à avoir utilisé les roquettes. Le premier, c'était le djihad islamique palestinien. Et j'ai essayé de voir quel était le critère pour utiliser ces roquettes. Et quand j'ai épluché la presse israélienne, je me suis aperçu que les attaques de roquettes venaient systématiquement après que les Israéliens aient lancé des attaques, notamment sur la bande de Gaza, contre des civils d'ailleurs. Donc, les attaques de roquettes sont systématiquement des réponses aux attaques israéliennes et jamais des attaques ex nihilo, c'est-à-dire simplement comme ça. Et ça me semble très important parce que ça montre que effectivement, le Hamas est une organisation qui résiste à une attaque et qui n'est pas un mouvement qui décide d'attaquer, n'est-ce pas? Quand vous avez un mouvement c'est ce qu'on avait notamment dans les années 60, 70 en Europe, où vous aviez des mouvements qui voulaient faire la révolution en Europe. Et donc, c'est des mouvements qui, sans aucune provocation, ou en tout cas, eux considéraient que le capitalisme était une provocation, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais sans provocation physique, c'est des mouvements qui voulaient déclencher la révolution. Et c'est la raison qu'ils utilisaient d'ailleurs l'arme du terrorisme, qui était un outil dans la démarche révolutionnaire. Et donc là, le terme terrorisme s'applique pleinement et où on a une attaque, si vous voulez, on a vraiment une opération offensive. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on a en Israël. En Israël, on a vraiment l'usage de roquettes et on n'a plus d'ailleurs l'usage de bombes humaines et de choses comme ça. D'ailleurs, vous le constaterez, ça a été au début de l'existence du Hamas, notamment durant la deuxième intifada, enfin première et deuxième, mais plus dans après. Et le Hamas a dit qu'il ne voulait pas utiliser cette méthode. Donc, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus, une approche beaucoup plus politique des choses, mais avec une capacité de résistance. Donc, les attaques israéliennes ne resteront pas impunies. Donc, on est dans quelque chose c'est-à-dire que la définition ou la manière dont on essaye de parler du Hamas en tant que mouvement terroriste est, à mon avis, un peu une distorsion de la réalité qu'on a vu d'ailleurs très nettement à partir du 7 octobre où il a fallu justifier la réponse massive et disproportionnée d'Israël. Et donc beaucoup de gens parlent de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. Alors, je pense que c'est une attaque qui ne répondait pas à cette définition quand on l'analyse correctement et quand on voit d'ailleurs la manière dont même les Israéliens eux-mêmes l'ont analysée. Quand je parle des Israéliens, je parle de la presse israélienne, je ne parle pas
du gouvernement israélien que soutiennent nos médias et nos gouvernements. Donc, il est très dangereux d'utiliser cette terminologie pour un mouvement qui opère, et le Hamas n'a jamais opéré en dehors du territoire de Palestine, c'est-à-dire en gros le territoire qui est occupé aujourd'hui par Israël et les territoires occupés. Donc, le Hamas n'est pas une menace pour la Suisse, mais effectivement, on a entendu, je vous rappelle, cette déclaration de ce politicien français, c'est Damien Rieu, si ma mémoire est bonne, qui disait le Hezbollah a attaqué la France, le Hamas a attaqué la France. Donc, c'est évidemment une extrapolation parce qu'on dit le Hamas est un mouvement islamiste, l'État islamique est un mouvement islamiste, donc le Hamas a attaqué la France. Et on est dans ce genre d'incohérence qui finalement conduit absolument nulle part. Je pense que c'est évidemment, on est dans cette extrême droite française qui est plus vocale qu'autre chose, mais qui est incapable d'apporter une rationalité dans la lutte à la fois contre le terrorisme, contre l'immigration et contre d'autres choses. Donc du coup, on est dans une espèce d'amalgame informe qui ne permet pas de construire des stratégies. C'est une sorte de vraiment, pour moi, une profonde faiblesse intellectuelle que d'affirmer des choses comme ça qui ne peuvent conduire qu'à la haine. Mais ceci, rappelons-le, personne ne l'a contesté en France, hein. Donc, et beaucoup d'autres gens ont répété ça, que le Hamas a attaqué la France. Donc, c'est un petit peu finalement ce que pensent ceux qui proposent de traiter le gouvernement, le Hamas comme mouvement terroriste. Et je pense que c'est une erreur parce que dès que vous appelez ou désignez un mouvement comme terroriste, alors vous ne pouvez plus parler avec. Et on revoit bien aujourd'hui que pour les négociations qui se font, au Qatar, eh bien, on est obligé de parler au Hamas. Alors, on le fait par des moyens détournés, par Qataris interposés, par Omani interposés ou par Américains interposés, etc. Donc, on voit bien que c'est une désignation totalement factice qui n'a rien à voir et qui le fait, surtout pour un pays qui n'est pas concerné, on n'est pas du tout touché par ça, on doit pouvoir utiliser, c'est la même chose pour l'État islamique et d'autres d'ailleurs. Tant qu'on n'est pas directement touché par ça, ça n'a aucun sens de désigner un mouvement comme terroriste. Alors quand on regarde dans la réalité, si on regarde le Hamas comme mouvement terroriste, voilà les pays en rouge qui désignent le Hamas comme mouvement terroriste. Donc vous voyez en gros que ce sont les pays occidentaux et c'est en fait une seule partie du monde qui le traite. Donc il y a une cinquantaine de pays, grosso modo, qui considèrent le Hamas comme mouvement terroriste. Mais les trois quarts de l'humanité ne considèrent pas le Hamas comme mouvement terroriste. Et en plus de ça, donc vous avez les verts, c'est les pays qui ne considèrent pas le Hamas comme mouvement terroriste. En rouge sont les pays qui le considèrent. Et en jaune, vous avez les pays qui considèrent seulement la branche armée du Hamas comme mouvement terroriste. Et ça, c'est un élément important aussi, puisque je vous le rappelle, le Hamas a une branche armée et une branche civile, si vous voulez, et qui s'occupe notamment des questions humanitaires, etc. Et c'est cette branche, d'ailleurs, civile, qui a eu des contacts avec l'UNRWA, donc avec la mission des Nations Unies, puisque c'est l'organisation humanitaire, on pourrait dire, du Hamas. Mais comme les pays occidentaux font pas la différence entre l'organisation humanitaire et la partie humanitaire et la partie militaire, eh bien, du coup, on dit que l'UNRWA a eu des contacts avec une organisation terroriste. Et c'est là qu'est le problème, n'est-ce pas? Et on voit de nouveau que la définition nous conduit dans des impasses complètes. Et tout ça parce que, en gros, il ne faut pas oublier que nos parlementaires, c'est particulièrement vrai en Suisse, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec certains d'entre eux sur des conflits qui sont en cours, j'ai constaté, j'ai notamment été opposé une fois dans un débat à une politicienne des Verts, des écolos ou des écologistes, mais j'ai remarqué une ignorance complète, j'entends une inculture sur la question des conflits, sur des conflits Ukraine-Palestine, sur l'incompréhension totale, l'absence totale d'analyse, l'absence totale
de connaissances simplement factuelles et historiques de la situation qui montrent qu'on a des gens qui sont des incultes en réalité, qui nous imposent des décisions qui vont nous conduire à des réductions de liberté d'expression alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. Donc ça, c'est un élément important. Alors, j'aimerais quand même, puisqu'on parle des définitions de mouvements terroristes, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur la question de ces de la manière dont on traite le terrorisme. Vous voyez, si vous regardez les rapports de la police européenne sur la question du terrorisme, alors j'ai pris seulement je suis parti depuis 2009, et vous voyez que en 2009, et ça c'est le rapport sur la question du terrorisme, c'est l'Europol est une sorte de police qui coordonne les actions de l'Union européenne en termes de lutte contre le terrorisme et criminalité organisée. Alors quand vous voyez le nombre d'attentats qui auraient été, donc c'est le nombre d'attentats qui ont été préparés, si vous voulez, qui ont échoué ou qui ont été exécutés. Donc c'est tous les attentats, tout résultat confondu, si vous voulez. Et vous voyez qu'en France, en 2009, il y a eu zéro attentat islamiste. L'essentiel des attentats étaient des séparatistes, donc j'imagine que c'est plutôt la Corse, je n'ai pas regardé le détail parce que ça ne m'intéressait pas, mais j'imagine que c'est plutôt ça. Mais il n'y avait pas aucun attentat islamiste. Ça, c'était donc le rapport de 2010 qui portait sur 2009. Quand vous regardez le rapport de 2011, c'est de nouveau exactement la même chose. Vous voyez qu'en 2010, donc, du coup, c'est le rapport de 2011, il n'y avait aucun attentat islamiste en France. Il y en a eu en Suède, bon, et au Danemark, mais on peut rediscuter de ça. Mais il n'y en a pas eu en France. Quand vous prenez 2011, il n'y en a pas eu un seul en France non plus, n'est-ce pas? Il y a eu des séparatistes, mais pas de mouvement, et on est en 2011. Quand vous regardez, alors, les choses commencent à se gâter un petit peu en 2012, parce qu'il y a l'attentat, ou plutôt l'action de Mohamed Merah, mais l'attaque de Mohamed Merah qui est comprise ici, de nouveau, il répond davantage à l'action de Samuel Paty, c'est plutôt une affaire communautariste parce qu'il n'y a pas de projet politique derrière, c'est pas une méthode pour atteindre un objectif stratégique. Les Français l'ont considéré comme attentat terroriste. Personnellement, je ne le considérais pas comme attentat terroriste, mais bref, voilà, c'est ce qu'il y a eu. Vous remarquez que les séparatistes sont de nouveau la grande partie des attentats en France en 2012. Et puis quand vous allez en 2013, eh bien tout simplement, l'Union européenne ne l'a même pas indiqué dans son tableau parce qu'il n'y avait rien qui était dans aucun des pays concernés. Il y avait dans aucun pays où il y a eu des attentats mentionnés, il y a eu des attaques d'extrême droite, séparatistes de nouveau, mais il n'y a eu aucun religieux. Donc vous voyez que on est dans et ça c'est avant les attentats de 2015, donc à partir de 2015, il y aura effectivement Charlie Hebdo, etc., et où on aura effectivement un développement des attentats islamistes. Mais avant, il n'y en a aucun. Et donc, on voit bien que les conspirationnistes qui nous décrivent, alors c'est le cas je l'avais déjà mentionné sur votre chaîne, mais par exemple Sylvain Besson avec son ouvrage d'ailleurs on a ici toute une série d'ouvrages qui a été évoqués en France notamment sur la question d'un projet islamiste mondial, djihadiste pour conquérir l'Occident, etc. Donc, vous avez ici tous les grands noms du conspirationnisme d'extrême droite, Sylvain Besson, Frédéric Poisson, etc. Sylvain Besson est un journaliste à la télévision suisse romande d'ailleurs. Hein. On a essayé de construire cette idée d'un grand complot islamiste contre l'Occident. Alors, assez curieusement, ces ouvrages qui ont été publiés dans les années 2000, tout au long des années 2000, eh bien on s'aperçoit, comme je l'ai montré tout à l'heure, que pendant des années, il ne s'est rien passé du tout.
pourquoi alors ce grand projet islamiste de conquête du monde? Alors tout d'un coup, ils se sont réveillés en 2015. Vous comprenez, c'est là où on voit qu'en réalité, ce qui s'est passé en 2015, c'est que les Occidentaux, notamment les Français, les Belges, etc., ont commencé à aller bombarder en Irak et en Syrie. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est les attentats que nous avons eus en 2015-2016 sont le résultat de nos interventions. Mais ce n'est pas une démarche délibérée de l'islam pour conquérir l'Occident. D'ailleurs, si c'était vraiment pour conquérir l'Occident, on a suffisamment fait venir les musulmans chez nous pour qu'ils n'aient pas besoin de conquérir par la force, on les a fait venir nous-mêmes. Donc, c'est totalement absurde comme idée, mais c'est effectivement ces théories conspirationnistes qu'on a qui sont démenties du coup par les faits, parce qu'on voit que tant qu'il n'y a pas de provocation, les gens ne sont pas là, ils ne sont pas venus ici pour nous conquérir, ils sont venus là pour trouver du travail, etc. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Personnellement, je pense que ça a été désordonné et mal coordonné et mal géré, et donc ça amène des problèmes d'ordre sociétal, d'ordre sécuritaire, d'ordre tout ça, et ça va continuer à le faire. Donc, personnellement, je suis pour quelque chose qui soit plus maîtrisé que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais en réalité, ce qu'on observe actuellement dans nos sociétés, c'est la conséquence de l'incapacité de nos politiciens à maîtriser la situation. Alors aujourd'hui, on essaye de camoufler cette incapacité à la fois intellectuelle, politique, structurelle, en y mettant des termes comme terrorisme, etc. Et vous avez exactement la même chose en Suisse, puisque le directeur du renseignement en Suisse a dit qu'il fallait s'attendre à du terrorisme islamiste prochainement en Suisse. Alors pourquoi, dans quel but, pourquoi tout d'un coup la Suisse serait l'objectif des islamistes? Tout d'un coup parce que les islamistes auraient décrété que la Suisse est un objectif. C'est totalement absurde. Le terrorisme a des raisons, il y a des raisons objectives. De nouveau, je pense que le terrorisme n'est pas la bonne solution, mais c'est comme ça qu'ils le voient, mais pour eux, il y a des raisons objectives. C'est pas tout d'un coup comme ça, on se lève le matin puis on dit on va faire un attentat en Suisse. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des raisons qui sont en général les interventions à l'étranger qui poussent les gens, à tort ou à raison, de venir finalement riposter à leur tour chez nous, si vous voulez. Donc, on est dans des situations que nous avons créées. Vraiment il n'y a aucun attentat islamiste qui n'ait pas été créé par les Occidentaux à la base. C'est nos politiques étrangères, c'est nos politiques à l'égard du reste du monde qui sont les premières causes du terrorisme. Et ce n'est pas simplement, même la simple présence la présence musulmane chez nous n'est pas la cause du terrorisme. C'est un élément c'est un terreau fertile pour ça, parce que, inévitablement, comme je l'ai dit, à partir du moment où vous faites venir des gens et vous ne leur donnez pas de travail, eh bien, vous avez automatiquement un terreau sur lequel va se développer la délinquance, les conflits, comment dire, les activités illégales, etc. Ça, c'est comme ça que s'est créée la mafia italienne en Amérique du Nord, si vous voulez. C'est exactement le même mécanisme. Ça prend des formes un peu différentes, mais c'est exactement le même mécanisme. À partir du moment où vous ne savez pas gérer une immigration, surtout quand elle est massive, alors c'est là où vous créez le problème à la base. Mais ce sont des problèmes sociétaux qui sont a priori sociétaux, alors criminalité, petite criminalité, trafic illégaux, etc., mais pas nécessairement le terrorisme. Le terrorisme est quelque chose qui résulte de nos politiques étrangères, dans pratiquement tous les cas d'ailleurs, quand vous regardez la cause. Alors, de nouveau, ce discours-là concerne le discours islamiste, parce qu'il y a des terrorismes qui se développent de manière endogène. C'est typiquement les terrorismes que nous avons eus dans les années 60, 70, 80, qui étaient un terrorisme révolutionnaire, où donc vous aviez des gens qui voulaient changer nos États, renverser nos États, et qui, pour ça, pensaient que le terrorisme était un moyen de stimuler ou de donner l'impulsion, l'étincelle de départ à un processus révolutionnaire. C'est un peu la théorie, toute proportion gardée, de Che Guevara,
la théorie du Foucault, qui a été utilisée en Occident. Donc, on a la manière dont le terrorisme se développe, elle est extrêmement diverse. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on s'est habitué à voir le terrorisme simplement lié à une religion. Ça n'a absolument aucun sens. Même pour les islamistes, et d'ailleurs, on s'est aperçu typiquement en France que les gars qui ont participé aux attentats de 2016-2015, 2015-2016, étaient des gens qui étaient relativement peu pratiquants et qui étaient même relativement ignorants de la question religieuse. Donc, on voit bien qu'on n'a pas d'idée très claire sur ces questions de terrorisme, et c'est la raison pour laquelle je pense que la désignation terroriste devrait être utilisée de manière beaucoup plus parcimonieuse, de manière beaucoup plus comment dire, scientifique, si j'ose dire, et à partir d'une analyse. Mais il n'y a aucune analyse sérieuse qui a été faite. Les Anglais ont fait des analyses relativement sérieuses, mais les politiciens ne les ont pas écoutées. Mais en Suisse, typiquement, qui est un pays qui a été relativement peu exposé au terrorisme, bien qu'on en ait eu dans les années 70, avec le terrorisme jurassien, par exemple, qui a été effectivement de nature terroriste, pas aussi dramatique que ce que nous ont montré d'autres terrorismes plus tard, mais terrorisme néanmoins. Mais c'était de nouveau un terrorisme endogène, un mouvement de libération intérieure, si vous voulez, un peu comme les Corses d'une certaine manière. Donc, on a connu ça bien. Sinon, en Suisse, on n'a jamais vraiment eu, on n'a pas été exposé à la problématique du terrorisme, mais on voit très bien que les gens dans les services de renseignement maîtrisent très très mal cette question-là, et surtout ont beaucoup de peine à la conceptualiser. Et alors, c'est d'autant plus vrai pour nos politiciens et nos journalistes, qui eux sont tout simplement des incultes et des gens qui ont j'entends, c'est le niveau de l'école primaire, donc c'est des gens qui sont relativement facilement manipulables, et c'est la raison pour laquelle on a tout d'un coup ces déclarations qui viennent sur les déclarations, sur la volonté de créer un problème que nous n'aurions pas, parce que la Suisse n'est pas visée par le Hamas, il n'y a aucune raison de le considérer comme terroriste, et si on veut aider Israël, au contraire, il nous faut avoir des capacités de dialogue. C'est là où la Suisse est forte. Et pour avoir cette capacité de dialogue, il faut arrêter de mettre des étiquettes sur les gens. C'est ce qu'on a fait pour le conflit ukrainien, et on voit qu'on est complètement maintenant hors on n'est plus du tout impliqué dans cette affaire, alors que la Suisse aurait pu être un interlocuteur de premier choix pour avoir le dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Et aujourd'hui, on fait exactement la même faute entre Palestiniens. Alors c'est vrai qu'en Suisse, les diplomates ont eu beaucoup de peine à avoir une position critique à l'égard d'Israël. Et aujourd'hui, la Cour internationale de justice nous amène à un réalisme beaucoup plus grand et montre que nos journalistes, politiciens et même nos diplomates, parce que les seuls qui ont été critiques à l'égard d'Israël se sont fait virer ou poliment virer. Mais sinon, les autres qui restent sont des gens qui sont complaisants à l'égard de la lutte, de la question des droits de l'homme, etc. Donc on est complaisant. Et ça, c'est ce que le message de la Cour internationale de justice nous dit. Je reviens là-dessus parce que ça, c'est la ligne qu'il faut suivre. C'est que ce que nous dit la ligne de la Cour internationale de justice, c'est qu'on est en train précisément de donner raison à un État qui ne respecte pas le droit international. Et donc, qu'on est un pays qui, à l'origine, avait comme base le droit international, et c'est plus du tout le cas. Et quand vous regardez les derniers rapports sur la politique de sécurité suisse, on parle plus de respect du droit international, mais le respect des règles internationales. Et donc, on est avec quelque chose qui est totalement différent, et on s'aperçoit que nous avons en fait une sorte de doctrine, si vous voulez, qui s'est en fait lentement alignée sur celle de l'Union européenne et des États-Unis, et qui nous mène très loin de ce que la Suisse est à l'origine, enfin, ce qui devait être à l'origine la Suisse, c'est-à-dire un pays
dont la neutralité et l'impartialité permettaient de faciliter le dialogue. C'est un pays qui devait constituer un pont entre les communautés. Or, aujourd'hui, nous avons des politiciens qui en ont fait un mur entre les communautés. Merci infiniment, Jaco. Sur ces mots, on arrive à la fin de notre riche rencontre hebdomadaire. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup et au revoir. Merci à vous. Merci. Merci.